Tu finiras comme l'autre. Tu vas partir sans enfant. Comment oses-tu me dire ça? Depuis que tu es ici, la maison n'a plus de paix. La paix ne disparaît pas toute seule. C'est à cause de toi. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas digne d'être l'épouse de mon fils. Alors pourquoi m'avoir acceptée? Tu es irrespectueuse. Je respecte ceux qui me respectent. Ça suffit! Tu crois que mon fils va rester toute sa vie avec une femme stérile? Maman, s'il vous plaît. Ventre cimetière! Comment une belle-mère peut-elle détruire le mariage de son propre fils? Jusqu'où peut aller la jalousie dans une famille? Et surtout, que se passe-t-il quand la vérité finit par éclater? Avez-vous déjà été victime d'une méchante belle-mère? Cette histoire africaine intense et riche en émotions explore la toxicité d'une belle-mère manipulatrice, la souffrance silencieuse d'une épouse patiente et les conséquences dévastatrices de l'injustice au sein du mariage. Avez-vous déjà été victime d'une méchante belle-mère? Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez ou mettez le drapeau de votre pays en commentaire. Dans certaines maisons luxueuses, les murs brillent, mais les cœurs saignent en silence. On peut vivre dans une grande villa et pourtant se sentir plus seul que dans une chambre vide. Ceci est l'histoire d'Aminata, une femme douce, une épouse loyale qui a tout donné, mais prisonnière d'un foyer, où elle n'a jamais été protégée. Moussa était un homme riche, respecté, admiré dans toute la ville. Il possédait des immeubles, des voitures de luxe, une grande villa moderne. Quand il a épousé Aminata, tout le monde disait « Elle a de la chance ». Aminata était douce, respectueuse, élégante, sans arrogance et venait d'une famille modeste. Elle aimait profondément son mari et au début, tout semblait parfait. Mais dans cette maison vivait aussi une autre femme, la mère de Moussa, Maman Kadi. Une femme autoritaire, possessive et très attachée à son fils unique. La mère de Moussa vivait avec eux. Officiellement, c'était pour ne pas rester seule. Mais en réalité, elle ne voulait pas perdre le contrôle de son fils. Au début, elle observait, puis elle critiquait tout ce que Aminata faisait, puis elle attaquait. Chaque matin, Aminata se levait avant tout le monde. Elle préparait le petit déjeuner, nettoyait, elle s'occupait de la maison. Mais quoi qu'elle fasse, ce n'était jamais assez. Petit à petit, les critiques ont commencé. Un midi, alors qu'elles étaient à table, la belle-mère posa violemment la cuillère sur la table en disant « Le riz est trop mou. Tu veux m'étouffer ?» Aminata garda son calme et dit doucement « Pardon maman, je vais faire mieux demain. » Mais ce n'était jamais suffisant, jamais assez salé. Jamais assez propre, jamais assez rapide. Les mois passent, puis une année, puis deux, et toujours pas d'enfants. Et dans la société, dans le quartier, les gens commencent à chuchoter, à lancer des accusations. La belle-mère commença à changer de ton. Quand Moussa était là, elle était douce, mais quand il partait au travail, ses mots devenaient comme des couteaux. Un après-midi, alors que Moussa est au travail, la belle-mère entra dans la cuisine et murmura avec mépris « 2 ans ici et toujours rien, ventre vide. Les enfants viennent de Dieu, maman. Alors Dieu t'a oublié. » Ces mots transpercent Aminata comme une lame, mais elle ne répond pas. Elle essayait toujours de garder son calme, puis elle alla pleurer dans sa chambre. Le soir, Moussa rentrait fatigué du travail. Sa mère l'attendait toujours avant qu'il n'aille voir sa femme. Un soir, elle était assise, triste en apparence, et parla d'une voix tremblante. « Mon fils, je souffre dans cette maison. Pourquoi, maman? Ta femme ne me respecte pas. Parfois, je reste toute la journée sans manger jusqu'à ton retour. » Mais Moussa aimait sa mère et ne vérifiait jamais. Il la croyait sur parole. Et peu à peu, il commença à regarder sa femme avec suspicion. La chambre conjugale, autrefois remplie de rire, devint froide. Un soir, Moussa demanda sèchement « Pourquoi tu manques de respect à ma mère ?» Aminata est choquée. « Moi, jamais je ne lui manque de respect. Je l'ai toujours respectée, dit-elle. Moussa lui répondit sèchement. Elle n'a aucune raison de mentir et donne-lui bien à manger. Ces mots font plus mal que les insultes. Ces mots brisèrent quelque chose en Aminata. Donc tu me crois capable de maltraiter ta mère? Demanda-t-elle. Les disputes commencèrent, de petites tensions, puis de grandes accusations. Les semaines suivantes deviennent plus dures. Aminata n'avait personne à qui parler. Elle ne voulait pas inquiéter ses parents. Elle priait chaque nuit, demanda à Dieu la patience, mais la patience avait une limite. Chaque absence de Moussa devient une occasion d'humiliation. Un matin, la belle-mère, assise dans son fauteuil royal, lança à Aminata « Tu crois que mon fils va rester toute sa vie avec une femme inutile? Maman, s'il vous plaît. Un homme riche comme lui mérite des enfants, pas une décoration stérile. » Aminata alla pleurer seule, dans sa chambre comme d'habitude. Elle parle à Dieu. « Seigneur, si je dois partir pour avoir la paix, montre-moi le chemin. » Un dimanche matin, alors que Moussa regardait la télé au salon, la belle-mère renversa volontairement une marmite de sauce en criant « Elle veut m'empoisonner ?» Moussa arrive en courant. Il voit la sauce au sol. Il voit sa mère en colère et ne posa pas de questions. Sans écouter et sans chercher à comprendre, il s'est mis en colère. « C'est fini, Aminata! Ça suffit !» Depuis 2 ans, je me bats seule. Tu ne m'as jamais défendue. Pas une seule fois. Te défendre pourquoi? Alors que tu maltraites ma mère! Un mari protège sa femme, mais moi, je suis seule dans cette maison. Ces mots frappent Moussa, mais son orgueil l'empêche de répondre. Aminata s'était sentie très mal. Elle était très déçue de Moussa. Elle alla pleurer dans la chambre comme d'habitude, tandis que Moussa continua de regarder la télé, comme si de rien n'était. La nuit tomba. Aminata ne pleurait plus. Elle resta éveillée. Elle regarda le plafond. Elle réfléchit. Elle comprend une chose. On peut supporter la pauvreté, on peut supporter la fatigue, mais on ne peut pas vivre sans respect. Puis elle murmura « Seigneur, si rester ici signifie perdre ma dignité, donne-moi la force de partir. » Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle prépara une petite valise, pas beaucoup d'affaires, juste l'essentiel. Elle enleva son alliance, la posa doucement sur la table de chevet, puis elle prit sa petite valise, descendit les escaliers et regarda une dernière fois le salon. La belle-mère était assise,
la regardait sans parler et était heureuse au fond. Aminata partit et dès que la porte se referma, la belle-mère dansa de joie. Elle avait enfin eu ce qu'elle voulait. Le soir, Moussa rentra. La maison était étrangement calme. Il appela Aminata, mais aucune réponse. Il monta les escaliers, alla dans la chambre et vit l'alliance sur la table de chevet. Son cœur se serra. Il comprit que Aminata était capable de partir. Et pour la première fois, un doute naît en lui. Et s'il s'était trompé? Après le départ d'Aminata, la maison de Moussa n'était plus la même. Les premiers jours, Moussa faisait semblant d'être fort. Il disait à sa mère, elle reviendra. Mais Aminata ne revenait pas. Plus de voix douce le matin, plus de repas faits avec amour, plus de prières discrètes dans le salon. La maison était propre, mais froide. Sa mère, elle, faisait semblant d'être indifférente. Si elle est partie, c'est qu'elle n'était pas faite pour cette maison, dit-elle. Moussa hochait la tête, mais au fond de lui, quelque chose le dérangeait. Quelques mois passent, et la pression sociale commence. Les amis murmurèrent, un homme riche ne reste pas seul. Sa mère insistait, il te faut une femme forte, une femme respectueuse, et qui peut te donner un enfant rapidement. Moussa finit par se remarier. Cette fois, il choisit Nadia, une femme belle, moderne, éduquée et sûre d'elle, avec du caractère. Le mariage est célébré rapidement, mais dès les premiers jours, l'atmosphère change. Le premier matin, après le mariage, la belle-mère alla frapper à la porte des nouveaux mariés. Nadia, réveille-toi tôt, ici on ne dort pas jusqu'à 8 heures. Nadia sort calmement de la chambre. Bonjour maman, je me lève quand mon mari se lève. Pas besoin de venir frapper à ma porte de citote. La belle-mère fronça les sourcils. Plus tard dans la cuisine, la belle-mère lança. Prépare le petit déjeuner pour moi d'abord, j'ai faim. Je prépare pour tout le monde en même temps. Un silence lourd s'installa. La belle-mère comprend immédiatement que cette femme était très différente d'Aminata. Contrairement à Aminata, Nadia ne baisse pas les yeux. Quand la belle-mère critique, le thé est trop sucré. Alors mettez moins de sucre la prochaine fois, répondit Nadia sans même la regarder. Moussa observait et était surpris. Il avait à la fois un mélange d'inconfort et d'admiration pour Nadia. Un après-midi, la belle-mère décida de tester Nadia. Elle alla la trouver dans la cuisine et lui dit: On verra combien de temps ton ventre va rester vide. Maman, je respecte les aînés, mais je ne permets à personne d'insulter mon corps. Pour la première fois, la belle-mère était sans réponse, car quelqu'un lui répond. Elle quitta la cuisine en colère. Un dimanche, Moussa était à la maison. La tension est déjà palpable depuis plusieurs jours. Dans le salon, la dispute commence. Depuis que tu es ici, la maison n'a plus de paix. La paix ne disparaît pas toute seule. C'est à cause de toi. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas digne d'être l'épouse de mon fils. Alors pourquoi m'avoir accepté? Cette phrase déclenche tout. Nadia s'avance et la gifla d'un coup sec. Le salon devient silencieux. La belle-mère porte la main à sa joue. Moussa fut choqué. Nadia, tu as frappé ma mère? Je me suis défendue, répliqua Nadia sans regret. Ce soir-là, personne ne mangea. L'air était lourd. Moussa resta assis seul dans le salon. Il repensait à Aminata. Aminata n'a jamais répondu, jamais crié, jamais frappé. Pourquoi? Était-elle vraiment coupable ou simplement patiente? Le doute s'installa dans la tête de Moussa. Les jours qui suivirent furent très difficiles. Chaque journée apportait son lot de tensions et de disputes. Les insultes se répondaient. Les provocations devenaient de plus en plus fréquentes. La maison, autrefois paisible, s'était transformée en véritable champ de bataille. L'atmosphère était lourde, étouffante. Moussa n'avait même plus envie de rentrer tôt chez lui. Il préférait rester longtemps au bureau, trouvant dans le travail un refuge contre le chaos de la maison. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que d'habitude, il entendit sa mère parler au téléphone. Sa voix était forte. Elle racontait une histoire, mais il comprit rapidement qu'elle en exagérait chaque détail. Sa mère parlait fort au téléphone. « Elle a failli me tuer », disait-elle d'un ton dramatique. Moussa s'arrêta net. Il savait que ce n'était pas vrai. Il était là lors de la dispute. Rien de tout cela ne s'était produit. À cet instant, un doute s'installa en lui. Il commença à observer les choses avec plus d'attention. Il repensa aux disputes. Il compara les versions. Il analysa les attitudes. Et peu à peu, il commença à réfléchir différemment. À partir de ce soir-là, quelque chose changea en Moussa. Il ne réagissait plus immédiatement. Il écoutait. Il observait. Il remarqua que sa mère transformait chaque désaccord en drame. Un mot devenait une insulte. Un silence devenait un manque de respect. Un simple regard devenait une attaque. Il repensa à Aminata, à sa patience, à ses silences, à ses larmes qu'elle essuyait discrètement. Il commença à comprendre qu'il n'avait peut-être vu qu'une seule version de l'histoire. Un soir, la tension explosa de nouveau. Sa mère criait depuis le salon. Elle m'a poussé. Elle m'a manqué de respect devant tout le monde. Arrête, je ne t'ai pas poussé. Tu déformes encore les choses. Tu entends mon fils? Elle me parle comme ça dans ma propre maison. Je te parle avec respect, mais je ne te laisserai plus inventer des histoires sur moi. Maman, explique-moi ce qui s'est passé. Elle est devenue agressive. Elle s'est avancée vers moi comme si elle voulait me frapper. Oui, je me suis avancée pour te demander d'arrêter de mentir à tes amis. Ça s'appelle affronter une situation pas Tu agressive. vois comment elle me parle, mon fils? Elle me défie. Je ne te défie pas, je me défends. Comment t'a-t-elle poussé exactement? Elle était menaçante. Menaçante n'est pas poussée, alors fais attention aux mots que tu utilises. J'étais dans le couloir. J'ai tout entendu. Elle ne t'a pas touché. Elle ne t'a pas insulté. Sa mère se figea. Il continua. Elle ne t'a pas touché. Elle ne t'a pas insulté. Le regard de la belle-mère changea. Donc tu prends son parti? Cette fois, Nadia parla avant lui. Il ne prend pas mon parti. Il écoute les faits, dit-elle. Moussa hocha lentement la tête. Je prends le parti de la vérité, répondit-il. Sa mère recula, blessée dans son orgueil. Donc je mens, dit-elle. Moussa la regarda droit dans les yeux. Oui, tu exagères. Et ça doit s'arrêter. Le silence devint lourd. Nadia se tenait droite,
digne. Elle n'avait pas les yeux baissés. Elle n'attendait pas qu'on la défende comme Aminata. Elle s'était défendue elle-même. Moussa reprit, d'une voix posée mais ferme. J'ai laissé trop de choses passer. Mais désormais, personne ne manipulera personne dans cette maison. Sa mère resta sans réponse. Bien que Moussa ait pris sa défense, Nadia en avait marre. Elle monta dans la chambre, prit sa valise et arriva au salon. Moussa la regarda sans savoir quoi dire, puis il essaya de la retenir, mais c'était trop tard. Sa décision était déjà prise. Tu pars? Oui, je ne peux pas vivre dans une maison où je dois me défendre chaque jour pour exister. Je suis ton épouse, pas une rivale de ta mère. Tant que tu ne sauras pas poser des limites, aucune femme ne restera. Ces mots furent plus douloureux qu'un cri. Quelques minutes plus tard, la porte se referma. Deuxième femme, deuxième départ. Le bruit de la porte résonna longtemps dans le salon. Moussa resta immobile au milieu du salon. La lumière était allumée, la maison était silencieuse, exactement comme la première fois. Il s'assit lentement sur le canapé, la même solitude. Cette fois, il ne pouvait accuser personne. Il savait. Moussa avait toujours pensé être un homme fort, un homme capable de diriger sa maison et de maintenir l'équilibre entre sa femme et sa mère. Il se voyait comme quelqu'un de responsable, de juste, presque irréprochable. Mais en réalité, il était simplement un homme profondément seul. Après le départ de Nadia, la maison retrouva son silence. Pourtant, ce silence n'avait rien de paisible. Il n'apportait ni repos, ni sérénité. Il était lourd, oppressant, presque accusateur. La grande villa, qui autrefois résonnait de conversations, de rires et même de disputes, semblait désormais vide et froide. Les murs paraissaient plus éloignés, les pièces plus vastes, comme si l'espace lui-même soulignait son isolement. Chaque soir, Moussa rentrait tard du travail, non pas parce qu'il était débordé, mais parce qu'il redoutait le vide qui l'attendait à la maison. Il ouvrait la porte lentement, posait ses clés sur la console et avançait dans le salon, sans enthousiasme. Il dînait seul à la grande table familiale, celle qui avait été choisie pour accueillir une famille unie. Le bruit de ses couverts contre l'assiette rompait le silence d'une manière presque gênante. Sa mère était souvent présente dans le salon, assise sans rien dire. Elle ne lançait plus de remarques, ne critiquait plus, ne provoquait plus de tension. Elle évitait soigneusement son regard. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus personne à accuser. Un soir, incapable de supporter davantage ce silence pesant, Moussa posa sa fourchette et leva les yeux vers elle et dit « Maman, pourquoi aucune femme ne reste dans cette maison? D'abord Aminata, ensuite Nadia. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus de patience. Aminata avait de la patience. » Un silence s'installa alors, mais il était différent des autres. Ce n'était plus un silence d'orgueil, ni un silence de colère. C'était un silence chargé de vérité. Dans ce moment suspendu, Moussa comprit que le problème ne venait peut-être pas des femmes qui partaient. Il comprit qu'il avait fermé les yeux trop longtemps. Et pour la première fois, il fut prêt à regarder la réalité en face. Flash, dédicace à Keren depuis la RDC. Mita depuis le Sénégal. Mawa Dembélé depuis la Côte d'Ivoire. Raina depuis le Burkina Faso. Edwige depuis le Togo. Malika depuis le Congo-Brazzaville. Bébé Yacine depuis le Sénégal, Fatia depuis la RDC, Natacha depuis le Congo-Brazzaville, Ming Noam depuis le Togo, Ruth depuis Haïti, Silu depuis la Côte d'Ivoire, Blanche-Neige depuis la Côte d'Ivoire, Ange depuis la Côte d'Ivoire, Bélia depuis le Congo-Brazzaville, Mimi depuis la RDC, Margali depuis Haïti, Jesui depuis les États-Unis, Salidam depuis la Côte d'Ivoire, Christella depuis Haïti, Princesse depuis le Canada, Kumba depuis le Sénégal, Aïcha Bari depuis la Guinée-Conakry, Mamed Diarra depuis le Sénégal, De Brice, Constant Tambo depuis le Congo-Brazzaville, Michel Mingo depuis Haïti, Kadi depuis la Côte d'Ivoire, Manette depuis Saint-Domingue, Rokia depuis la Côte d'Ivoire, Sergika depuis le Congo-Brazzaville, Mama depuis la Mauritanie, Marie-Vital Etienne depuis la Pennsylvanie, USA, Luc Claudia depuis Haïti, Emmanuela depuis la Côte d'Ivoire, Sylvie depuis le Gabon, Francis depuis Haïti, Théodore depuis Haïti, Lisa depuis le Congo-Brazzaville, Stella depuis le Burkina Faso, Fabiola depuis Haïti, Marciana depuis la RDC, Safia depuis la Mauritanie, Laetitia depuis la Côte d'Ivoire, Janine depuis Madagascar, Ndrigras depuis la Côte d'Ivoire, Madame depuis le Sénégal, Ange depuis le Cameroun, Gertrude depuis le Brésil, Sophie depuis Haïti. Pour avoir une dédicace dans la prochaine vidéo, mettez votre prénom et votre pays en commentaire. Les souvenirs commencèrent à remonter lentement à la surface, comme des vérités qu'il avait longtemps refusé d'affronter. Il revoyait Aminata, toujours silencieuse lorsqu'on l'attaquait. Elle ne répondait jamais aux provocations. Elle baissait les yeux, encaissait, puis s'éloignait sans faire de bruit. Il se souvenait aussi de ses larmes discrètes, qu'elle essuyait rapidement pour que personne ne les remarque, et de ces moments où elle se retirait dans un coin de la maison pour prier en silence, comme si elle cherchait une force que lui-même ne lui donnait pas. Plus il y pensait, plus une vérité douloureuse s'imposait à lui. Le problème n'était peut-être pas elle, le problème, c'était peut-être lui. Son incapacité à prendre position,
Son silence face à l'injustice, son aveuglement volontaire pour éviter le conflit, cette prise de conscience le frappa plus violemment que toutes les disputes passées. 2 jours plus tard, alors qu'il était seul dans le salon, son téléphone se mit à sonner. Il regarda l'écran, c'était un ancien ami. « Moussa, tu es au courant ?» demanda la voix à l'autre bout du fil. « Au courant de quoi ?» répondit-il, déjà inquiet. Il y eut une courte hésitation. Aminata a accouché cette nuit d'une petite fille. Le monde sembla s'arrêter autour de lui. Le temps se suspendit. Moussa resta figé, incapable de parler. Son esprit fit rapidement le calcul. Les dates, les mois, les souvenirs de leurs derniers instants ensemble. Son cœur se mit à battre plus fort. « Ma fille » murmura-t-il d'une voix basse, presque tremblante. « Oui » répondit son ami. « Tout le monde dit qu'elle te ressemble déjà. » Le téléphone glissa presque de sa main. Et pour la première fois depuis longtemps, Moussa comprit que la vie venait de lui offrir une seconde chance. Moussa leva lentement les yeux vers sa mère, encore sous le choc de l'appel qu'il venait de recevoir. « Maman, elle a eu un enfant ?» La belle-mère ouvrit grand les yeux, visiblement bouleversée par la nouvelle. « Un enfant ?» répéta-t-elle, comme si elle avait du mal à comprendre. Moussa hocha doucement la tête. Oui, et ce n'était pas elle le problème. Ces mots tombèrent dans la pièce avec un poids inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, sa mère ne chercha ni à se défendre, ni à accuser. Elle sembla réellement touchée. Elle s'assit lentement, comme si ses jambes ne la portaient encore plus. Son visage perdit sa dureté habituelle. D'une voix presque éteinte, elle murmura « J'ai peut-être été trop dur ». Moussa ferma les yeux quelques secondes, submergé par l'émotion. « Trop dur ?» répondit-il doucement. « On a détruit son cœur ?» Ils décidèrent d'aller à l'hôpital sans attendre. Le trajet se fit dans un silence pesant. La radio resta éteinte. Aucun mot ne fut échangé. On n'entendait que le bruit régulier du moteur et, entre eux, le poids des regrets accumulés. Sa mère tenait son foulard entre ses doigts tremblants, le serrant comme pour se donner du courage. Moussa, lui, fixait la route, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait la dernière image d'Aminata quittant la maison, son regard blessé, sa dignité intacte malgré la douleur. Chaque kilomètre le rapprochait d'elle et de ses erreurs. Ils arrivèrent enfin à l'hôpital. La chambre était lumineuse et calme, une lumière douce entrait par la fenêtre, donnant à la pièce une atmosphère presque apaisante. Aminata était allongée sur le lit, visiblement fatiguée, mais son visage rayonnait d'une sérénité nouvelle. Moussa s'arrêta à l'entrée de la chambre. Il n'osa pas avancer immédiatement, comme si franchir ce seuil signifiait affronter tout son passé. Sa mère, elle, fit un pas, puis un deuxième. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma fille » dit-elle d'une voix brisée. Aminata leva les yeux, surprise de les voir là. Un silence lourd s'installa dans la pièce. La belle-mère s'approcha du lit et pour la première fois, elle baissa la tête. « Pardonne-moi. » Les mots sortirent difficilement, presque arrachés. « Je t'ai blessé, je t'ai humilié et j'ai détruit mon propre fils. » Les larmes coulèrent sans retenue. Aminata ne répondit pas immédiatement. Elle regarda d'abord sa petite fille, puis ses yeux se posèrent sur Moussa. Et Moussa prit une profonde respiration et contre toute attente, il s'agenouilla. Ce n'était pas un geste pour impressionner. Ce n'était pas une scène destinée aux autres. C'était un acte d'humilité. Je t'ai laissé seule au moment où tu avais le plus besoin de moi. Sa voix tremblait légèrement. Je n'ai pas su être un mari. Je n'ai pas su te protéger. Un silence s'installa. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux construire l'avenir avec toi et notre fille. Il releva les yeux vers elle. Épouse-moi encore une fois. La chambre sembla suspendue dans le temps. Derrière lui, sa mère pleurait en silence. Aminata ferma les yeux quelques secondes. Des images traversèrent son esprit. Les insultes, les nuits passées à pleurer en silence. Les humiliations supportées sans défense. Puis elle regarda Moussa. « Je ne veux plus jamais vivre sans respect, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Moussa hocha la tête. « Je ne veux plus être seule dans mon propre foyer. »« Tu ne le seras plus, » répondit-il. Elle marqua une pause. « Si je reviens, ce sera avec des limites claires. » Sa mère essuya ses larmes et dit « Je promets, je changerai. » Un long silence suivit. Puis Aminata, d'une voix douce mais déterminée, déclara « Alors, je dis oui. » Quelques mois plus tard, ils ont célébré leur remariage. Ce fut une petite cérémonie simple, pas de luxe excessif, pas de grand bruit, juste la famille proche. La belle-mère était présente. Son regard était différent, plus doux, plus humble. Moussa regarde Aminata avec respect. Cette fois, il marche à ses côtés, pas devant. Et voilà, une histoire qui nous rappelle que dans un mariage, le silence peut détruire plus que les insultes. Si cette histoire t'a touché, si tu as déjà vécu une situation similaire, ou si tu penses que Moussa a mérité sa deuxième chance, écris en commentaire et dis-nous depuis quel pays vous nous suivez. Dans la vie, une belle-mère peut conseiller, mais un mari doit protéger, et une femme mérite la paix, pas l'humiliation. Si tu aimes les histoires africaines modernes inspirantes, les films africains sur le mariage, les récits de belles-mères toxiques, et les histoires d'amour avec morale puissante, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce qu'ici, on raconte des histoires africaines modernes qui reflètent notre société, nos traditions et nos leçons de vie. Avant de partir, réponds à cette question. Aminata a-t-elle bien fait de pardonner ou aurait-elle dû tourner définitivement la page? Je lis tous vos commentaires. Peut-être que la prochaine histoire sera inspirée de votre réponse. N'oubliez jamais ceci. Un foyer ne se détruit pas en un jour, mais il peut se reconstruire avec le respect,